Bienvenue au podcast Salle du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste. Comme vous le savez peut-être, je travaille à RDS maintenant depuis un peu plus de 20 ans, principalement comme reporter football. Et c'est maintenant la 8e saison du podcast Le Sac du Cœur, mais c'est la première saison où on le produit de façon indépendante. Alors, c'est une des raisons pour laquelle je vous invite à partager les liens des épisodes du podcast que je publie via mes réseaux sociaux. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait un mois en compagnie de Guillaume qu'on a lancé ma chaîne YouTube. Alors, afin de ne rien manquer, je vous invite à vous abonner et à répandre la bonne nouvelle également, à partager les liens avec vos amis, partager le lien de la page YouTube afin qu'on soit en mesure de se bâtir une belle communauté football avec le podcast Le Sac du Cœur. Alors, on a un épisode chargé aujourd'hui. On va recevoir la visite d'un joueur de ligne défensive de l'Université du Colorado, Tristan Marois. J'ai bien hâte de discuter avec lui et de vous le faire découvrir. Et je vais vous jaser des Alouettes. On sait que les Alouettes ont joué leur premier match préparatoire samedi au Cypress Molson. Ça a été une belle victoire pour les hommes de Jason Matt face aux Argonauts de Toronto. Alors, je vais vous parler des joueurs qui ont retenu mon attention lors de cette rencontre préparatoire. Et comme à l'habitude, on va terminer l'épisode en beauté avec Marc-André Chaloux qui va venir faire sa chronique hebdomadaire de Fantasy Football. Alors, sans plus tarder, eh bien, on va accueillir Tristan Marois pour la toute première fois au podcast Le Sac du Cœur. Tristan, tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Non, merci à toi encore. Je suis super honoré d'être ici. Ouais, c'est excellent. Écoute, tout d'abord, on va commencer par le commencement, étant donné qu'on te connaît un peu moins, c'est la première fois que tu participes au podcast. Si tu peux dire Oui. pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, tu es originaire de où et quel a été ton cheminement là, au niveau du football qui t'a amené à l'Université du Colorado? Alors, j'ai eu un long cheminement, mais je suis originaire de Saint-Bruno. J'ai commencé le football autour de 7 ans. Originellement, je jouais au Baron. Euh, Après ça, j'ai joué scolaire au secondaire. J'ai été bien préparé à CCL, au Collège Charlemagne, par Coach Pont, de Pontbriand. C'est vraiment lui qui m'a donné mes valeurs en tant que joueur de football. Euh, Après mon secondaire, j'ai décidé d'aller direct aux États-Unis, euh, aller faire des années dans des prep schools. Euh, Premier prep school que j'ai fait, je suis allé au Massachusetts, dans un Williston Northampton School, une école qui était très académique. Euh, mais le football, c'était pas vraiment à quoi je m'attendais. Alors après, j'ai décidé, c'était l'année du COVID. Euh, Mhm. un de mes anciens teammates sur Team Québec m'avait appelé juste pendant le COVID. Il me dit ah ouais, viens en Floride. Je pense que tu l'as déjà reçu, c'est Edwin Collinga. Oui, 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 Edwin Collin qui joue à Boston exactement. College. Un joueur de ligne défensive, tout comme Exactement, toi. oui. Oui. C'est mon super bon chum. C'est ça, donc il m'a Ah appelé oui. durant le COVID. Viens jouer en Floride. Euh, le, en prenant compte qu'au Massachusetts, il n'allait pas avoir de saison de football et qu'en Floride, il allait en avoir une. C'était ma dernière saison pour me faire recruter. Alors, j'ai décidé de changer d'école, aller en Floride pour ma deuxième année de prep school. Euh, Après une longue année là-bas, je me suis fait recruter pour aller jouer Division 1. J'ai joué à Robert Morris, qui est à Pittsburgh, pour 2 ans. Et là, j'ai transféré l'année dernière à Colorado. Ça fait un an que je suis ici. Oui, puis est-ce que tu parlais anglais avant de quitter le Québec pour le prep school? Est-ce que tu étais déjà bilingue? Euh, Ou? je te dirais, j'écrivais, je lisais bien, mais le parler, pas vraiment, là. Donc, c'est ça qui a pris plus de temps à pratiquer. Et, ouais. Ouais, c'est ça qui est pas évident. Parce que moi, je suis un peu comme toi, là. Je suis capable de Mhm. lire très bien en anglais, d'écrire très bien. J'avais tout le temps des 95 et plus dans mes cours d'anglais. Mais pour le parler, ça, c'était autre chose. Puis surtout avec le slang, là, quand tu m'as parlé aux gens, tu Ouais, comprends pas exact. tout ce qu'il dit et tout. Et eux sont pas nécessairement habitués peut-être à entendre quelqu'un qui a un accent francophone quand il parle anglais. Donc, il y a une Mhm. période d'ajustement, là. Mais là, bon, comme tu viens de dire, tu as passé un an, là, tu vas entamer ta deuxième année à l'Université du Colorado.
comment s'est passée ta première saison, autant en termes de football, mais également à l'extérieur du terrain. Puis comme on vient de dire, bon, il y a la question de la langue, mais la culture aussi, là, parce que tu es aux États-Unis, et puis au niveau de la culture, ben, c'est différent qu'au Québec. Hein, même si les gens s'habillent pareil, on conduit les mêmes voitures et tout, à la surface, on dirait qu'on se ressemble, mais il en demeure pas moins qu'on est très différents des Américains. Donc, comment tu as vécu ça de vivre aux États-Unis, là, tout d'abord? Ben, je commencerai par culturellement, pour moi, ça fait quand même 5 ans que je suis déjà ici. Je pensais à ça l'autre jour. Mhm. 5 ans, ça s'est passé vite, mais ça fait déjà 5 ans, donc je me suis déjà habitué. Mais le Colorado, en tant que tel, c'est un super bel État. Euh, les montagnes, la ville est super belle. J'ai vu vraiment la meilleure des expériences en dehors du terrain. Euh, Quand ça vient de ma saison en tant que joueur de football, euh, saison dernière, ça a été, euh, comment je peux dire, beaucoup de hard work. Mhm. Je suis arrivé ici comme un walk-on. Alors, en tant que walk-on, c'est comme you're expected to do different things, than other players. Ouais, pour Donc, les gens qui ne le savent pas, qui nous puis c'est écoutent, vraiment. quand tu es Ouais, un walk-on, excuse-moi de t'interrompre, mais juste pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, mhm, lorsque tu es un walk-on, tu n'as pas de bourse d'études, mais toutefois, ben, exactement. tu fais toutes les choses que tous les autres joueurs font. Là. Tu fais partie de l'équipe Oui, de football, mais tu dois te prouver un peu plus d'une certaine façon. exactement. Puis tu vas même faire plus, tu comprends? C'est un peu. Donc, l'année dernière, j'ai pas joué beaucoup. Là, j'ai monté les échelons pendant le off-season de l'équipe. Mais je devrais vraiment faire le dirty work parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs aussi sur l'équipe. Puis Mhm. quelqu'un doit le faire, tu comprends? Donc, obviously, c'est souvent les walk-ons qui doivent le faire. Donc, quand on parle de scout team, tout ça, c'est vraiment. Ça a été ma job l'année dernière. Et non, c'est ça. Donc, c'est vraiment. C'est comme une pièce de viande à utiliser, tu comprends? Ça Ouais. a été quand même difficile, mais j'en ai retiré beaucoup de bonnes leçons. J'ai persévéré à travers. Puis je sais que euh, 95% des gens qui auraient été dans ma situation auraient probablement abandonné. Là. Ils ne seraient pas restés ici. Mais donc, c'est ça, je devais faire Scout Team Defense. C'est-à-dire que tu as zéro rotation. Tu restes là pendant 15 minutes. Tu joues contre l'offense. Après ça, tu vas direct dans le Scout Team Special Teams. Ça Mhm. m'a vraiment rendu bulletproof mentalement et physiquement. Et vraiment, ça m'a appris à jouer avec un sens de urgency à chaque jeu. Puis être grateful pour chaque jeu que tu as. Parce que vraiment, ouais, non, c'est. J'allais juste sur Scout Team Kickoff. La plupart, tu joues contre les starters, tu comprends? Tu es un Scout Team, Ouais. tu représentes l'autre équipe. Et la plupart des starters, ils vont faire comme vas-y pas trop fort, tu comprends? On Non, chill, mais tout toi, tu ça. dois te prouver. Mais toi, il faut que tu y ailles à Ouais, 100% exactement. parce que les entraîneurs Tu sais, t'évaluent. Tu sais, ouais, exactement. Mhm. Moi, je viens d'un autre pays pour venir ici, là. Donc, moi, je suis plus Ça un sacrifie genre, beaucoup, là. va chier, là. Puis, tu sais, chaque jeu, je suis à 100%. Donc, c'est juste Ben, c'est les l'attitude faut kick-offs, que courir le que plus tu vite dois avoir. possible et juste. Pardon? Non, j'ai dit, c'est l'attitude que tu dois avoir. Parce que sur Ah, le absolument, terrain, toi qui arrives absolument. sur le terrain, tu peux pas avoir d'amis. Comme Mhm. tu as dit, tu as sacrifié beaucoup, tu as fait preuve de persévérance, comme tu l'as si bien dit. Mhm. C'est pas facile, ça, c'est des choses qui vont rester avec toi pour le restant de tes jours et qui vont être utiles. Ouais. Mais arriver sur le terrain, même si les partants ils te disent Ah, t'as ralenti un peu, non. Toi, tu dois te prouver à Ah, chaque jeu. C'est exactement. comme tu as dit, tu es un walk-on, pas de pitié pour personne sur le terrain. Tu sais. Et en Non, plus de ça, exactement. tes coéquipiers vont te respecter, puis ils vont savoir on va contre Tristan, ben lui, il donne tout ce qu'il a, donc je dois être à mon mieux, puis les Mhm. coachs, les entraîneurs vont le remarquer également. Non, exactement. Donc, ultimement, j'ai pu recevoir le respect de mes coéquipiers pendant la saison quand même.
Donc, tous les équipiers, ils m'appellent Crazy Canadian. Là, maintenant, mon nouveau surnom, c'est Canadian Crosby pour Max Crosby. Ah, Euh, ok, ouais. Tes bras sont aussi longs que ceux de oui. Max Crosby? Parce que t'es très grand. Tu mesures Ah oui. combien, hein, Tristan? 6 pieds 5 et un quart. Ok, Donc, good. oui, c'est ça. Aussi, ultimement, Alors, j'ai dis... reçu le respect de Coach Prime, de tous mes coachs, parce que c'est pas tout le monde. Coach Prime, même les gens travaillants, tu comprends? C'est pas tout le monde Mhm, qui peut persévérer à travers des choses comme ça. Et quand tu parles de leverage et de politique dans l'équipe, c'est sûr que tu n'es pas un joueur qui arrive recruté, tu comprends, qui arrive, que tu es déjà connecté, tout ça avec les coachs, que potentiellement tu reçois de l'argent déjà par les coachs. Mais ton leverage en tant que walk-on, c'est plus avoir un underdog story, tu comprends? Euh, mhm. donc, c'est plus de cet aspect-là que j'ai pu avoir le respect des coachs et de mes coéquipiers Bon, tu as mentionné pendant la Coach saison. Prime. On parle bien sûr de Deion Sanders. On parlait beaucoup du programme de Colorado au début de la saison. Vous avez été en mesure, de la saison dernière, vous avez été en mesure de créer des surprises. C'est comment de jouer pour Deion Sanders? Et comment Coach Prime? Là? Coach Prime est flashy. Coach Prime aime beaucoup marketing, social Mm. media. Euh, Si tu es bon, il va te faire. Tu vas être sur le terrain, puis tu vas avoir de l'attention du monde du college football, tu comprends? Euh, mais Coach Prime, en tant que coach, si tu joues pour lui, faut vraiment que tu aies quelque chose de spécial. Tu comprends? Faut que tu aies quelque chose. Something gotta separate you. Tu peux pas être bon, average ou bon dans tout, mais rien avoir de spécial. Euh, Mhm. Vraiment, on a tellement beaucoup de. euh, avec le transfer portal, on a tellement beaucoup de nouveaux joueurs, des joueurs qui sont partis, qui sont fait couper. Euh, mais vraiment, tu dois avoir de quoi de spécial, que ce soit ton hard work, que ce soit d'être un bon teammate, que ce soit ton talent. Il faut que quelque chose te sépare du reste du groupe. Ouais, je comprends. Alors, dis-moi, quels sont tes objectifs là, pour la saison qui s'en vient? Parce que là, présentement, c'est une période importante. Hein. C'est la saison Oui, morte. C'est le moment où tu peux t'améliorer physiquement, que ce soit avec les poids à terre, en courant, en peaufinant ta technique. Tu es un chasseur de quart, donc tu sais, tu dois oui. toujours travailler afin de peaufiner tes techniques. Ça n'arrête jamais. Alors, quels sont tes objectifs, dis-moi, Tristan, en vue de la prochaine saison? Ah oui, bon, mon premier objectif, c'est être dans la meilleure shape de ma vie, obviously. J'ai déjà, dans le off-season, j'ai déjà fait un gros, gros step. Tous les coachs m'ont dit, tous les coachs, les joueurs, Charlot, le fils de Dion, il m'a dit, tu t'es transformé, tu t'es amélioré, tout ça. Mais là, c'est vraiment de refaire ça une deuxième fois cet été. Mhm, Donc, être dans la meilleure shape de ma vie, first of all. Déjà, durant notre camp de printemps, euh, je suis arrivé à la deuxième équipe de défense, même en étant un walk-on. J'ai terminé la deuxième équipe de défense, puis je start sur toutes les special teams. Donc, ça va être vraiment ah, c'est excellent, mon ça. rôle l'année prochaine. Je me vois de starter toutes les special teams euh, et être à la rotation pour la défense. Puis vraiment, c'est être productif, c'est battre avec mes boys. Euh, Puis c'est ça, c'est que le monde, ils connaissent mon nom, là. Ben, je te le souhaite, Tristan. Ça, je te le souhaite définitivement. On espère te Merci. voir en uniforme et faire partie de la rotation de la ligne défensive cet automne des Merci, Buffaloes. merci. Du côté de l'école, tu étudies en quoi au niveau de tes études? J'étudie en business à Leeds School of Business, une école super sharp. C'est le top 10 business school in the country. J'adore vraiment ça. J'ai tous mes cours en personne, donc j'ai la full expérience. J'adore ça. Ah ben c'est super. Écoute, lâche pas, continue de Mhm. travailler dans la salle de Absolument. classe, également sur le terrain, dans la salle de musculation. Ça, on va avoir une bonne tête sur les épaules, sans savoir quelles sont tes priorités. Lâche pas, tu as déjà Oui, fait preuve de persévérance et tu es déjà un bel exemple là, pour les jeunes footballeurs au Québec qui rêvent de jouer dans les rangs du football universitaire américain. Parce que comme tu l'as dit, comme c'est si bien décrit, c'est pas facile. Une fois que tu es là, c'est juste le début. Là. Il y a beaucoup de travail à faire. Les joueurs sont correct. talentueux, mais tu as ta place avec eux.
mais ça passe par le travail, ça, y a pas de secret, mais tu sembles avoir compris ça. Alors écoute, Tristan, je te souhaite la meilleure Merci. des chances en vue de la prochaine saison. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à toi, Didier. Allez, porte-toi bien. Bonne fin de journée. Salut. Alors, c'était Tristan Marois et les défensifs des Buffaloes de l'Université du Colorado. On a bien hâte, on espère le voir en action au cours de l'automne sur le terrain. Alors, on va maintenant se tourner vers le football de la Ligue canadienne, étant donné que les Alouettes on prépare leur tout premier match préparatoire, premier de deux matchs préparatoires. Ça avait lieu samedi soir au stade de Purcell Molson. Ça a été une belle victoire pour les hommes de Jason Maas. En tant que match préparatoire, on a quand même eu droit à un bon spectacle. 33 points ont été marqués. Si je me souviens bien, en première demi, c'était 20-13 pour les Alouettes contre les Argos. Alors, le match préparatoire, je suis jamais un fan, mais quand même, au moins, on a vu des bons jeux, on a vu des belles choses, en commençant par le carrière partant des Alouettes, Cody Fajardo. Bon, bien sûr, du côté des Argonauts de Toronto, la grande majorité de la défense partante n'avait pas fait le voyage à Montréal, mais ça, c'est pas de la faute des Alouettes. Alors, on se devait de bien jouer du côté de l'attaque partante et c'est ce qu'on a fait. Fajardo, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il a été sur le terrain pendant deux séquences. Sa première s'est terminée avec une passe de toucher à Kellyan de Julian Grant. Et sa deuxième séquence, ben, on était chercher des points également. David Côté a réussi un botté de précision sur une distance de 50 verres. Alors, Fajardo, il connaît un bon camp d'entraînement. Lui-même, il a dit, c'était le jour et la nuit comparativement à la saison dernière où il connaissait même pas le nom de la majorité de ses coéquipiers et ses coéquipiers ne connaissaient pas le système de Jason Maas. Alors, il joue avec beaucoup plus d'assurance et je crois sincèrement le fait qu'il a été nommé joueur par excellence du dernier match de la Coupe Grey, ben, c'est comme si ça lui a donné encore plus de confiance. Il semble avoir gagné en confiance avec assurance. Je me suis entretenu avec Anthony Calvio la semaine dernière à la suite d'un entraînement. Calvio qui est bien sûr l'entraîneur des Cards des Alouettes. Et il disait que Fajardo était le leader incontesté dans le vestiaire de l'équipe montréalaise. Alors, bonne performance de la part de Fajardo. Excellente performance de la part, j'ai mentionné, bon, de Carl Julian Grant et de Tyson Philpott. Philpott et Julian Grant, selon moi, forment le meilleur duo de receveurs canadiens de la Ligue canadienne. Ces deux jeunes hommes-là sont tellement explosifs. C'est juste une question pour eux de rester en santé parce que les deux ont raté des matchs l'année dernière. Je parlais à Julian Grant la semaine dernière, puis il me disait que lui, Philpott, était en uniforme en même temps seulement pendant 2-3 matchs seulement l'année dernière en raison de blessures. C'est vrai que Philpott avait inscrit le toucher victorieux lors du match de la Coupe Grey et malheureusement pour Julian Grant, ben, il avait raté la fin de la saison en raison d'une intervention chirurgicale à une épaule. Mais ces deux joueurs-là peuvent rester en santé. Avec l'ajout de Tevin Jones, je ne crois pas qu'on va manquer des services de Austin Mack. Durant la saison morte, j'avais des doutes là-dessus. Mais là, en regardant le match aujourd'hui, et après avoir assisté aux deux premières semaines du camp d'entraînement, à une bonne portion du camp d'entraînement, je ne crois pas que la position de receveur de passe sera un point d'interrogation. Au contraire, on a beaucoup de profondeur, je trouve, à la position de receveur. Il y a un nouveau venu, le numéro 76, Charleston Rambo. Lui, dès la première journée du camp d'entraînement, il ressortait du lot en raison de sa grande rapidité. C'est un marchand de vitesse, c'est un produit de l'Université de Miami, c'est un ancien Hurricane et il a fait belle figure lors du match préparatoire. J'aimerais ça le voir jouer peut-être avec la deuxième unité au moins, puis même le voir obtenir des répétitions avec les partants. Peut-être que ça va se produire cette semaine lors de la troisième et dernière semaine du camp d'entraînement des Alouettes. Mais Charleston Rambo, en tout cas, d'après moi, il devrait faire l'équipe. Le pire scénario, ça va être qu'il va se retrouver au sein de l'équipe d'entraînement. Mais quand même, c'est pas une bonne chose. Puis je me souviens, il y a déjà plusieurs années de ça, lors d'un camp d'entraînement des Alouettes, il y avait un autre receveur de passe qui portait le numéro 76. Puis bon, c'est pas un très beau numéro pour un receveur de passe. J'espère que si Rambo fait l'équipe, il va se trouver un autre numéro que 76. Mais il y avait un numéro de 76, oui, il y a quelques années, qui faisait des jeux lors du camp d'entraînement. Et éventuellement, ben, il est devenu un bon receveur de passe. Je parle de Eugene Lewis. Il avait connu un excellent camp. Puis, donc, Rambo me fait penser un peu à Lewis en ce sens. Ils n'ont vraiment pas le même style de jeu. Il est beaucoup plus rapide que Eugene Lewis. Mais quand même, il y a quelque chose d'intéressant, là, je crois, du côté du groupe de receveurs des Alouettes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Une chose que je surveillais lors du match préparatoire, c'est la bataille des carrières réservistes entre Caleb Evans
et Davis Alexander. Alexander, on est à sa troisième année avec les Alouettes. Et ça fait 3 ans qu'on nous dit qu'il est talentueux. On nous le dit, puis son talent saute aux yeux également. Il a vraiment un bon bras. Il a une certaine mobilité également. Mais l'année dernière, il n'avait pas connu un bon camp d'entraînement. Et d'après ce qu'on m'avait dit, bon, c'est qu'il avait un peu de difficulté à assimiler le cahier de jeu de Jason Maas. Mais là, c'est sa deuxième année dans le système. Et lui aussi, il joue avec beaucoup plus d'assurance. L'année dernière, Caleb Evans avait gagné ses 2 départs à titre de carrière partant lorsqu'il avait remplacé Fajardo qui était blessé. Mais depuis le début du camp d'entraînement, personnellement, je trouve que Alexander connaît un meilleur camp. Et j'ai posé la question justement à Jason Maas après la rencontre. Je lui ai demandé si Evans et Alexander étaient dans une bataille pour le poste de carrière numéro 2. Il m'a répondu absolument oui, ils sont dans une bataille. Les deux ont très bien joué. Alors, pour Jason Maas, ben, j'ai bien hâte de voir comment il va décider qui sera le carrière numéro 2. Peut-être qu'on va maintenir le statu quo avec Evans, étant donné qu'il a plus d'expérience. Mais Alexander, Davis Alexander, pousse dans le dos de Caleb Evans. Il le talonne, en fait, depuis le début du camp d'entraînement. Puis ça s'est poursuivi lors du match préparatoire. Evans a complété une passe de toucher, alors qu'Alexander, lui, il a inscrit un touché au sol, mais il a complété de belles passes également. Alors ça, je viens de voir ça, parce que je pense que les deux devraient obtenir beaucoup de temps de jeu vendredi soir à Ottawa pour le deuxième et dernier match préparatoire des Alouettes. Parce que d'après ce que Jason Maas nous a dit, eh bien, certains joueurs seront laissés de côté. Les joueurs partants devraient être laissés de côté contre Ottawa vendredi soir. Une autre chose qu'on a surveillée durant la rencontre, c'est la bataille à la position de demi à l'attaque. Walter Fletcher est le partant. Antwi semble être le réservé. C'est également Thomas Erlington qui fait partie de l'équation. Mais au niveau des demi à l'attaque américains, il y a Mike Weber, le numéro 41, qui est allé vraiment d'une belle course où il s'est défait de quelques plaqués en deuxième demi. Lui, c'en a un autre que j'aimerais voir obtenir des répétitions avec peut-être les partants. Alors, on verra si ça sera le cas au cours de la prochaine rencontre préparatoire. Ben, il connaît un bon camp. Et Danny Machocha, lorsqu'il parle de Weber, ben, il aime son pédigré. C'est un ancien d'Ohio State. Alors, est-ce qu'il sera en mesure peut-être de talonner Walter Fletcher? Je crois que Fletcher va être le partant au début de la saison. Mais c'est pas dit Fletcher, bon, il n'est pas gros physiquement. Alors, est-ce qu'il pourra rester en santé? Alors, Weber sera un nom à retenir, j'ai bel et bien l'impression, au cours de la saison du côté des Alouettes. Du côté de la défense, une chose qui a sauté aux yeux pour moi, ça a été la performance de Jeff Quentin-Arcou. Le choix de première ronde des Alouettes, il est arrivé quoi lors de la troisième journée du camp d'entraînement, mais il a fait des jeux là, en défense du côté des Alouettes, notamment il a provoqué un échappé lors de son tout premier match dans l'uniforme de l'équipe montréalaise. Pour lui, c'était très important. Il a grandi en étant un grand partisan des Alouettes. Alors, on le voyait, ses yeux brillaient avant la rencontre. Il a réussi un gros jeu en provoquant un échappé. Il nous a démontré également sa rapidité sur le terrain. Quentin Arcou, qui joue sur la majorité des unités spéciales, mais il a démontré que si on doit faire appel à ses services dès cette année en défense, d'après moi, il sera en mesure, oui, de faire le travail. L'unité défensive, en particulier la ligne défensive, elle a fait du bon travail. J'avais hâte de voir ça. Est-ce qu'on allait être capable de presser le carrière des Argonauts de Toronto? Bon, on l'a dérangé. Heureusement pour lui, Dukes, il est très mobile. Il a été capable d'éviter la pression, mais justement, cette pression-là s'est rendue à lui. Ça fait en sorte qu'il n'a pas été en mesure de trouver son rythme nécessairement, mis à part une séquence, mais j'ai aimé qu'est-ce que j'ai vu de la part du front de la défense des Alouettes. Alors, ça, c'était positif du côté des hommes de Jason Maas. Alors, je vous rappelle que les Alouettes seront en action vendredi soir à Ottawa. La rencontre sera présentée sur les ondes de RDS pour ce qui sera le deuxième et dernier match préparatoire. Et après ça, la saison va commencer le 6 juin à Winnipeg, alors que les Alouettes vont rendre visite aux Blue Bombers dans un match revanche, oui, une reprise de la rencontre de la dernière Coupe Grey. Alors, ouais, il va y avoir beaucoup d'atmosphère dans le stade des Bombers pour cette rencontre. En tout cas, j'ai bien hâte d'être sur les lignes de côté. Alors moi, de mon côté, je vais retourner mardi à Saint-Jérôme pour le reste de la semaine afin de suivre cette dernière semaine du camp d'entraînement des Alouettes de Montréal. Alors maintenant, on va se tourner du côté de la NFL, plus précisément Fantasy Football avec Marc-André Chaloux. C'est l'été, le mois de juin approche. Mine de rien, Marc-André, mois de juin, le mois de juin arrive. Après ça, juillet, c'est le début des camps d'entraînement. Alors, il faut se tenir à l'affût, là, en termes de fantasy football, du football de la NFL en général.
Alors, il y a des joueurs qui On va retiennent se ton réveiller, attention. Didier, demain matin, puis Mhm. le fantasy, la NFL va débuter, le fantasy football va être à nos portes. Ah oui, d'entendre le dire, ça va arriver, t'as Mhm. vraiment raison. Alors aujourd'hui, pour nous, tu as préparé ta chronique et tu veux nous parler des joueurs qui, selon toi, représentent une belle valeur en termes de fantasy football. Et je commence par le quart des Steelers de Pittsburgh, Russell Wilson, qui est présentement le quart numéro 28 au niveau des classements fantasy. C'est sûr que les classements fantasy de fin mai, début juin, ben, il va y avoir de la fluctuation, hein, pour le meilleur et pour le pire. Russell Wilson, s'il est nommé le quart numéro 1, le quart partant des Steelers, il ne sera pas le quart numéro 28. Mais ce que je veux apporter comme point aujourd'hui, c'est que l'an dernier, Didier, il a terminé comme quart Mhm. numéro 12 en termes de points par match. Et il a passé pour plus de 3000 verges. Il a 26 touchés contre seulement 8 interceptions. Ça, c'est en 15 matchs. J'ai regardé ces statistiques, je me suis dit, on a encore en mémoire la désastreuse saison 2022 de la première avec les Broncos pour Russell Wilson. Mais l'année dernière, il a quand même été, Avec je Nathaniel dirais pas Hackett comme entraîneur-chef. exactement, exactement. Mais l'année Quel dernière, désastre. Hein? ouais, c'était. Et mon Dieu, Nathaniel Hackett, Urban Meyer, je ne sais pas quel coach était le Ouf. plus un désastre dans la NFL. Mais Les mon deux point, étaient c'est que Russell spectaculaires, mais... Wilson. Ouais, vas-y. Oui, vas-y. Vas-y. Non, non, j'allais juste dire, Nathaniel Hackett, dès le premier match, on voyait que ça allait pas. Je sais pas si tu te souviens, je crois que c'est un match du lundi soir. Là, il n'avait pas utilisé ses temps d'arrêt. En tout cas, il avait mal géré Ouais. la fin de la rencontre. Déjà là, on se disait, ouf, est-ce qu'il est réellement prêt à être entraîneur-chef? Finalement, on a eu la réponse et c'était un non retentissant. Puis, ce que je vais apporter comme point avec Russell Wilson, c'est que justement, il a été quand même bon l'année passée, Didier. Et surtout, il a été efficace sur les play action en 2023. Il y a eu 105 play action que Russell Wilson a effectué. Il a inscrit 11 touchés là-dessus. Ce qui m'amène à vous parler de son nouveau coordinateur offensif, qui est Arthur Smith. L'année passée, les Falcons, Arthur Smith a commandé 152 play action. C'est bon pour le deuxième rang dans la NFL, derrière les Cowboys et a commandé des play action à Tyler Heineke et Desmond Ridder. Donc, vous me voyez, il y a peut-être un mariage ici qui va se faire entre les talents dans le play action pour Russell Wilson et justement les appels de jeu qu'on va faire avec Arthur Smith. Donc, pour moi, Russell Wilson, OK, on est à la fin du mois de mai, mais pour l'instant, quart numéro 28, c'est une valeur tout simplement incroyable au niveau fantasy. Personnellement, moi, j'ai pas espoir que Russell Wilson va être en mesure de relancer sa carrière cette saison avec les Steelers. En tout cas, on va voir. Comme tu l'as dit, en termes de fantasy, l'année dernière, il a tout de même été productif en termes de vrai football. Bon, là, c'était autre chose du côté de Wilson. Mais en tout cas, moi, je garde un œil sur Justin Fields. J'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, moi, j'avais à parier. Je mettrais un peu d'argent sur le fait que Fields, éventuellement, va devenir le carrière partant Oh, des Steelers ouais! de Pittsburgh. Ouais, je crois que oui. Je crois En que oui, mais 2024, euh, ouais, au cours de la saison prochaine. Mais honnêtement, si j'étais je un serais prêt. partisan des Steelers, j'aurais pas vraiment d'engouement, je serais pas très enthousiaste à l'idée de savoir que mes deux carrières sont Russell Wilson et Justin Fields personnellement. Mais Fields, en raison du fait qu'il demeure explosif avec ses jambes, je pense qu'éventuellement, on pourrait le voir. Je sais pas si t'as l'âme gambler, tu dis, mais je serais prêt à prendre le pari avec toi que Russell Wilson va disputer tous les matchs s'il est en santé, les Steelers l'année Ah prochaine. ouais, les 17 matchs. Mais oui, oui, s'il est en Ah, ok, santé. on va devoir se trouver une petite On, gageure, là. Je sais pas qu'est-ce qui va être à ouais, l'enjeu, là, mais ok, parfait. On garde ça en tête, on on va trouvera regarder quelque chose ça. sur lequel parier. Ouais, puis on tiendra compte de ça pendant que la saison va progresser. Maintenant, il y a demi à À l'attaque, voir un demi à l'attaque. ce que tu Oui. consommes dans la salle des nouvelles comme repas, ça va être une salade qu'on va gager probablement. Les protéines, c'est toujours avec de la viande, c'est toujours avec de la viande quand même. On prend des protéines, très important. Maintenant, il y a demi à l'attaque, un nouveau venu à Cincinnati qui retient ton attention. Je veux vous parler de Zach Moss parce que l'année dernière, Zach Moss, il a vraiment été excellent avec les Colts d'Indianapolis en absence de Jonathan Taylor. Lors des 6 matchs où il a participé à au moins 50% des jeux, il a obtenu en moyenne 17 points fantasy en format PPR. Ça, c'est bon pour le 7e rang à la position de porteur de ballon l'année dernière, Moss. Là, vous allez me dire qu'il y a Chase Brown dans le portrait à Cincinnati, un gars qu'on verra jamais avec les Alouettes probablement, mais qui est un choix de repêchage des Alouettes, si ma mémoire est bonne, dans la Ligue Exact, ouais. canadienne. Exact, mais je pense sincèrement que Zach Moss sera le porteur de ballon numéro 1 et on sait que Joe Mixon a vraiment eu son utilité
Il avait été utilisé quand même à bon escient dans l'attaque de Joe Burrow, dans l'attaque des Bengals au cours des dernières années. Pour moi, Chase Brown demeure un joueur explosif, mais un peu un joueur gadget, dans le sens qu'il est l'homme des grands jeux, des gros morceaux, où on va gagner des gros morceaux de terrain. Mais pour moi, Moss demeure quand même le porteur de ballon numéro 1 de l'équipe. Et selon moi, s'il obtient en moyenne 15 opportunités par match, s'il obtient les courses dans la zone payante à la porte des buts, il est présentement à l'extérieur du top 30 à la position de porteur de ballon en ce moment. Pour moi, il représente une valeur exceptionnelle dans une attaque qui sera explosive, celle des Bengals de Cincinnati. Ouais, il se retrouve vraiment dans une belle situation, là, parce que comme tu viens de le dire, surtout par la passe. En théorie, bon, il faut que Joe Burrow reste en santé, hein. C'est Hmm. ça le problème depuis le début de sa carrière. Mais avec T. Higgins, avec le numéro 1, là, son nom m'échappe, Jamar Chase, bien sûr, qui est un des meilleurs receveurs de passe de la NFL. Alors, ouais, pour avoir des belles opportunités, effectivement, pour Zach Moss. Maintenant, il y a un autre porteur de ballon qui retient ton attention. C'est du côté du Tennessee. Habituellement, porteur de ballon et Tennessee, on pensait immédiatement à King Henry, Derrick Henry. Les choses changent. Henry porte maintenant les couleurs des Ravens de Baltimore. D'ailleurs, là, les équipes ont des entraînements sur les réseaux Oui. sociaux. Les Ravens ont montré des images de Henry. On l'a vu pour la première fois dans l'uniforme des Ravens de Baltimore. Mais tu penses que ça ouvre la porte son départ à Tajay Spears? Est-ce qu'on va s'obstiner encore? Es-tu plus Tajay Spears ou Tony Pollard chez les Titans en 2024, J'ai Didier? j'ai pas d'opinion sur, sur ce duo de porteurs de ballon-là. Tout ce que je peux te dire, c'est que je crois pas au Titan du Tennessee. Point. OK? OK. OK. Malgré qu'on a été chercher des armes en attaque, spécialement la position de receveur de passe, là, Tyler Ouais, Boyd. mais, ouais, Bref, mais qui va appuyer sur la gâchette? Qui est le corps arrière? Hein? Will Levis. Ouais, voilà. Puis on en a parlé de Will Un gars Levis qui l'année met de la dernière, mayonnaise surtout dans avant son le début de la café. saison. Ouais, Oui. notamment, mais c'est pas ça qui me dérange. C'est plus le fait qu'il n'est pas très alerte dans la pochette. Alors, puis je suis pas certain de qu'est-ce qu'on Oui. est en train de faire du côté du Tennessee, mais je suis pas mal déjà convaincu que Will Levis n'est pas la solution à la position de carrière. Mais bref, parle-nous de Tajay Spears, qui va tenter de Ben moi, remplacer le roi Henry. en ce moment, moi, Tajay Spears, l'année dernière, Didier, il a terminé au 34e rang chez les porteurs de ballon, derrière Derrick Henry, évidemment. Et ça, par exemple, c'est le meilleur rendement pour un porteur de ballon derrière Derrick Henry depuis 2018. L'an dernier, Didier, Tajay Spears a quand même obtenu 52 catches. Ça veut me dire, ça me dit qu'il sera impliqué dans le jeu aérien et je pense que les opportunités vont venir au sol cette saison pour Tajay Spears. Il a obtenu la meilleure moyenne de verges par opportunité l'année passée. Il a obtenu une meilleure moyenne que Tony Pollard, je tiens à le dire. Et l'année dernière, 31% de ses courses à Tajay Spears étaient pour plus de 10 verges, ce qu'on catégorise en termes fantasy comme courses, disons, explosives. Il est présentement le porteur du ballon numéro 33 au niveau fantasy. Dans les poules de type PPR, les poules de type qu'on dit best ball, qu'on repêche une formation en début de saison, puis après ça, vous ne touchez plus à votre formation de la saison, ils font des points au cours de la saison. Tajay Spears représente une valeur énorme pour moi parce qu'il aura les opportunités, il est un meilleur porteur de ballon que Tony Pollard et surtout, il connaît le cahier de jeu, il était là. L'année dernière, les entraîneurs lui ont fait confiance déjà. Je ne vois pas pourquoi que ça changerait avec l'arrivée de Tony Pollard, qui a connu vraiment une saison difficile avec les Cowboys de Dallas la saison dernière. Oui, maintenant un autre demi à l'attaque. Il s'agit de Gus Edwards, anciennement des Ravens de Baltimore, mais il a quitté John Harbaugh pour se joindre à Jim Harbaugh avec les Chargers. Je ne sais pas si John a appelé Jim pour lui donner une petite recommandation, mais Ah, bref, probablement. possiblement, oui, effectivement. Alors, Gus Edwards maintenant avec les Chargers, tu crois qu'il pourrait être productif, là? Évidemment, il y a un lien à faire avec le coordonnateur offensif également des Chargers, qui est Greg Roman, qui était le coordonnateur offensif à Mhm. Baltimore la saison dernière. Et le point que je veux apporter ici, c'est qu'il va avoir une valeur à aller chercher dans le champ arrière des Chargers de Los Angeles. On l'a dit lors des derniers podcasts, on va courir avec le ballon cette saison, c'est notre intention. Et pour moi, je pousse mes jetons. On est quoi, le 27 mai, je pousse mes jetons sur Gus Ouais. Edwards en ce moment. Parce que, justement, les attaques dirigées par Greg Roman courent plus de 50% du temps dans 3 des 4 dernières saisons. Ça s'est traduit par 20 opportunités et plus par match pour le porteur de ballon. L'année dernière, Gus Edwards a obtenu 13 touchés en 2023 et c'est vraiment le premier porteur de ballon qu'on est allé chercher à Baltimore.
Là, vous allez me dire, on a été également chercher son coéquipier, son ancien coéquipier chez les Ravens, J.K. Dobbins. Mais pour moi, Dobbins, il a eu de la misère, Didier, à se trouver un emploi. Je veux dire, il a visité plusieurs équipes, ça n'a pas fait l'affaire durant la saison morte et finalement, il s'est retrouvé avec les Chargers. Tandis que Gus Edwards, on a vraiment pas tardé à lui faire signer un contrat du côté des Chargers. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est que Gus Edwards est vraiment le choix de prédilection de l'équipe d'entraîneurs en place à Los Angeles. Évidemment, on a repêché la recrue Kimani Vidal, de qui on dit beaucoup de bien, mais encore là, je vous ai expliqué ma théorie sur les recrues il y a quelques semaines, donc encore là, ça va prendre avec un grain de sel. Et en ce moment, Gus Edwards à la position 35 au niveau fantasy, la position de porteur de ballon. C'est vraiment, pour moi, une belle valeur en ce moment au niveau fantasy, mais encore là, je tiens à vous le rappeler, ça peut fluctuer pour le meilleur et pour le pire d'ici vos repêchages fin août, début septembre. Ouais, pendant toute la saison morte, Jim Harbaugh a dit qu'il veut avoir une équipe robuste. La robustesse était la marque de commerce des Wolverines de Michigan qui ont remporté le championnat national sous Jim Harbaugh en janvier dernier. Et souviens-toi des équipes des 49ers de San Francisco lorsque Harbaugh était leur entraîneur-chef. On était très robuste et on avait une très bonne attaque au sol. Oui, il y avait Colin Kaepernick, mais il y avait également Frank Gore dans le champ arrière. Alors Harbaugh, il a dit il veut que son équipe soit robuste. C'est la raison pour laquelle on a repêché Joe Hart en première ronde, un gros joueur de ligne à l'attaque. On va vouloir courir avec le ballon. C'est vraiment une belle opportunité pour ce Gus Edwards et pour ses propriétaires en termes de fantasy football. Maintenant, on va retourner avec l'ancienne équipe de Gus Edwards, les Ravens de Baltimore. Zay Flowers, la dernière fois qu'on l'avait vu, il avait connu un match Ouais. horrible, commis des bévues, des crampes au cerveau lors du match de championnat d'association américaine contre les Chiefs de Kansas City. Mais ça, c'est dans le passé. Alors, tu crois Et que cette année, il il, devrait être productif? Il a connu une belle saison recrue, il faut l'admettre. ouais. Je parle de comment ça s'est terminé, mais il avait démontré de belles choses tout au long de la saison. Je sais pas si tu as vu passer les articles aussi. Il a dit qu'il n'avait pas encore oublié cette semaine, cette défaite-là et cette Ben, échappée-là à la j'espère. porte Ben, des il buts. est mieux de se... Écoute, il est mieux de se servir de ça comme source de motivation. Écoute, ça avait tellement C'est été une crampe exactement au ce que. cerveau. Ouais. Ouais. C'est exactement ce qu'il disait. Il dit comment qu'on dit, ma raison de vivre en ce moment, cette échappée-là. Mm. Euh, il s'en remet difficilement. Bref, tout ça pour dire que Zay Flowers l'année passée, oui, tu as dit une bonne saison recrue. Il a obtenu en moyenne 12,9 points fantasy par match l'année dernière. Et la statistique intéressante dans son cas, c'est qu'il a été ciblé seulement sur 21% de ses tracés. Ça, c'est hors du top 40 à la position de receveur de passe. Donc, il était sur le terrain beaucoup, oui, mais on ne se tournait pas vers lui de façon naturelle. Et cette année, ce que je pense qui va arriver dans le cas de Zay Flowers, c'est justement une progression naturelle dans son cas. Il est la cible numéro 1 de Lamar Jackson. Oui, le petit bémol, c'est que les Ravens, l'année dernière, ont vraiment pas passé énormément le ballon. Ils ont effectué moins de 500 passes l'année dernière par la passe. Donc ça a vraiment été quelque chose qui joue en défaveur de Zay Flowers. Mais présentement, à la position numéro 27 au niveau fantasy, pour un receveur numéro 1, pour un jeune receveur qui est bourré de talent, bourré de potentiel, je trouve que Zay Flowers, c'est vraiment une belle valeur en ce moment au niveau fantasy. Ouais, puis je sais pas si tu as vu la semaine dernière, ça défrayait les manchettes. Lamar Jackson qui a perdu plus de Mhm. 20 livres, quoi, 25 livres comparativement à l'année dernière. Il essaie d'être encore plus rapide qu'il ne l'est. Alors j'ai hâte de voir ça, là, s'il va être en mesure de résister au contact sévère avec 25 livres en moins. Là, c'est quelque chose, là, 25 livres, là, tout de même. Alors, hey, peut-être que ça va l'aider également en tant que passeur, qui sait, mais j'ai bien hâte de voir ça. Oui, absolument. Je ne sais pas si. Moi, j'aurais pensé que Lamar Jackson aurait voulu prendre de la masse pour tenter parce qu'il n'a pas été épargné par les blessures dans sa carrière non plus. Peut-être essayer de prendre. Mais je sais pas. Je veux dire, je suis pas un joueur de football. Je pensais que peut-être prendre la masse pour essayer de justement survivre à la longue saison et au contact, vu que c'est un corps mobile. Mais oui, peut-être une perte de Ouais. poids, j'imagine ça peut aller chercher des effets de rapidité, comme tu peux le dire. Ouais, c'est ça. Et justement, il avait gagné du poids depuis son arrivée dans la NFL. Parce que là, il en est à quoi? À sa septième saison, si je me souviens bien. Donc, il avait gagné Mhm. du poids pour justement, afin de se protéger euh, et de prévenir les blessures, comme tu le disais. Mais là, bon, il décide de faire un 180 degrés, comme on dit. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera encore plus explosif? Est-ce qu'il pourra survivre au contact?
faut garder un œil Mhm. là-dessus là, quand le mois de septembre va arriver. On va se diriger à Buffalo, où, ben écoute, Stephen Diggs n'est plus là. Donc ça devrait donner des opportunités à d'autres receveurs de passe. On a parlé de Keon Coleman, Didier, il y a quelques semaines, on a parlé de Oui. Dalton Kincaid à la position d'aller rapprocher. Et si c'était pas Coleman, et si c'était pas Kincaid, et si c'était Khalil Shakir, le receveur numéro 1 des Bills, la saison prochaine? Parce que depuis que Joe Brady a pris le poste de coordinateur offensif à la fin de la saison du côté des Bills, ben Khalil Shakir, Didier, en 9 matchs sous Brady, il a obtenu 3 touchés. Il a mené l'équipe pour le pourcentage de passes complétées à 83%. Il a obtenu également 8 jeux explosifs, donc plus de 20 verges. C'était d'ailleurs un sommet chez les Bills durant cette période. Il a été deuxième pour les cibles également dans la zone payante sous l'ère Joe Brady, si on peut dire ça comme ça. Et à la position 62, je répète, à la position 62 chez les receveurs de passe, ça peut être une valeur incroyable. Ça peut être un vol lors de vos repêchages. C'est sûr que la situation va évoluer à Buffalo. Il va y avoir les camps d'entraînement. Mais Khalil Shakir est un nom à ne pas oublier dans vos pools fantasy, probablement. Et si c'était lui le receveur numéro 1, et what if? Ben, je pense que Khalil Shakir deviendrait vraiment un vol au niveau fantasy dans vos repêchages, assurément. Ouais, j'espère que son What If sera meilleur que la série qui porte le même nom de Marvel. Mais Ouais. maintenant, Pas on si va pire que aller à ça. la Ouais. position. Ah, écoute, j'ai même pas écouté la dernière saison au complet. Là. J'ai abandonné. J'ai abandonné. Marvel et Star Wars, ouf, c'est pas Ah une bonne ouais. période en termes de contenu. En tout cas, je trouve C'est bon. personnellement. Là. Les dernières années ont été Ah, je ouf. dis, Ça a été rough. je, je dis ça, puis j'ai écouté seulement une saison de What If. Là. Moi, j'avais trouvé ça bon, mais j'aurais pas. J'ai bien fait de m'arrêter là, si tu comprends bien. Ouais, ben, j'avais pas trippé sur la première saison même. Alors, je suis difficile apparemment. D'accord. Que veux-tu? Maintenant, est-ce qu'il y a un ailier rapproché qui retient ton attention, là, qui passe sous le radar, mais pourrait connaître une belle saison, là? Jake Ferguson est présentement l'ailier rapproché numéro 10 au niveau fantasy, puis je trouve ça un peu outrageux. Pourquoi? Parce que l'année dernière, là, Jake Ferguson, dans une bonne attaque, et les Cowboys ont encore une fois une excellente attaque, il a été ciblé 27 fois dans la zone payante. C'est bon pour le deuxième rang chez les Cowboys. Derrière, évidemment, c'est des Lambs. Mais il a été également ciblé 12 fois à la porte des buts. C'est bon pour le deuxième rang chez les Cowboys. Encore une fois, derrière, c'est des Lambs. Mais ça, Didier, 27 cibles dans la zone payante, c'est premier chez tous les alliés rapprochés du circuit. Ah Donc, de ouais. toute la NFL, c'est Jake Ferguson qui a été ciblé le plus souvent dans la zone des buts ou dans la zone payante à la porte des buts. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant pour moi. Il va avoir potentiellement une progression ici dans son cas en devenir. Donc, ça, c'est intéressant. Il va faire un énorme pas en avant, Jake Ferguson, en 2024. Il pourrait vraiment excéder son classement fantasy assez aisément. Avec une bonne saison, je le vois peut-être frôler le top 5 à la position si évidemment tous les pions se mettent en place dans l'attaque des Cowboys de Dallas. En tout cas, ça souhaitait les Cowboys, sinon on pourrait avoir un ménage qui va se faire, là. Que ce soit pour Mhm. Mike McCarthy, Dak Prescott. Dak peut devenir joueur autonome après cette saison. Alors, ouais, bon, ça brasse toujours à Dallas. Il y a Ben, toujours des choses Dak dramatiques, Prescott, mais il est bon. Dak Prescott était très est-ce qu'on bon. parle Ses de Super fantasy Bowls étaient football ou on joués parle en de saison neuf mois? régulière. Ouais, ben, c'est ça, exactement. Le problème, c'est que ce Super Bowl est joué au mois de février. Pas juste ça. En janvier, il y a des éliminatoires. Faut que tu gardes en éliminatoire. Les Cowboys sous le J'ai Dak, jamais ben, c'est pensé à ça, de malheureux, dire mais à Dak Prescott, week 17, là, semaine 17, Dak, c'est notre Super Bowl. C'est le Super Bowl, ouais. Dak. Ouais, ça pourrait être pas pire, ça. Ouais, ben peut-être. Écoute, c'est ça, ça va prendre peut-être pour le réveiller. Mais ça pour dire, sérieusement, ça passe sous sa carte, ça, pour Dak. C'est fait un gros salaire. Il pourrait devenir joueur autonome après la saison. Donc là, ça sera une autre prolongation de contrat. Mais on dirait que du côté de l'organisation des Cowboys et Jerry Jones, on attend de voir qu'est-ce qui va arriver cette année. Puis là, je crois qu'on commence à être Mm. fatigué là, de se faire éliminer, de part de victoire en éliminatoire, de ne pas participer au Super Bowl. Alors, il faudrait garder un œil là-dessus. Il y a même des rumeurs qui circulent que peut-être qu'on aime Trey Lance à Dallas. Là, Ouais. on pourrait préparer là, l'après-attaque avec Trey Lance. Tu sais, c'est ça, bonne chance. C'est moi, j'ai zéro confiance en Trey Lance. Bref, il va y avoir quelque chose de Ouais. dramatique. Gagne ou perd avec les Cowboys. C'est toujours ça qui arrive année après Ils vont année. avoir une bonne équipe quand même. En saison régulière. Ouais. Ouais. En saison régulière. Ouais, Ouais, c'est bon. Marc-André. Écoute, on a fait le tour.
Je vais te laisser y aller. Je sais que tu as dit que Oui. tu as une journée occupée. Alors, je te remercie pour ta chronique Fantasy Football. Et ben, on remercie les gens qui ont soit écouté le podcast ou qui l'ont regardé via notre chaîne YouTube. Et on remercie également Guillaume. C'est Guillaume là, qui prépare tous les tableaux et tout également pour le podcast. Alors, on espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. Comme je vous disais, j'ai une semaine chargée avec la couverture des Alouettes, match préparatoire à Ottawa vendredi soir. Alors, lundi prochain, ben, c'est là qu'on mettra en ligne le prochain épisode du podcast Le Sac du Cœur. Et puis, ben, ce sera déjà la semaine de préparation pour le tout premier match de la saison régulière 2024 des Alouettes, puisque les hommes de Jason Maas seront à Winnipeg le 6 juin pour commencer leur saison régulière. Mais une chose à la fois, on va voir le genre de performance qu'ils vont offrir à Ottawa vendredi soir. Alors écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine.